Bonjour et bienvenue dans Géopolitis. À quoi ressemblera l'Italie de Giorgia Meloni, leader d'extrême droite et probable futur chef du gouvernement italien? Son parti Fratelli d'Italia est devenu le 25 septembre dernier la première formation politique du pays. À 45 ans, Giorgia Meloni devient donc la première femme à diriger l'Italie. Avec elle, c'est une droite populiste et nationaliste qui prend le pouvoir. À qui ou à quoi doit-elle son succès? Nous en parlerons avec notre invitée, l'écrivaine et philosophe Michela Marzano. Du parti national fasciste au mouvement social italien Fratelli d'Italia, c'est aussi l'histoire d'un symbole qui dure, celui de la fameuse flamme tricolore, imaginée alors en référence au flambeau censé éclairer éternellement la tombe de Benito Mussolini. Il est catholique, traditionnaliste, pro-russe, anti-LGBT et eurosceptique. Lorenzo Fontana, 42 ans, membre de la Ligue de Matteo Salvini, est désormais le nouveau président de la Chambre des députés italiens. Tandis qu'à la présidence du Sénat, c'est Ignacio La Russa, cofondateur du parti Fratelli d'Italia, qui a été désigné, ouvertement nostalgique de Benito Mussolini, amateur de reliques fascistes. C'est lui qui succède à Liliana Segre, rescapée de la Shoah. Un symbole fort pour cette Italie qui bascule à droite toute depuis la victoire le 25 septembre dernier de la coalition conservatrice rassemblant le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi. 4 ans après le succès du mouvement 5 étoiles, comment la droite radicale et conservatrice s'est imposée à la tête de l'Italie? Elsa Anguinolfi. Au soir de sa victoire, Giorgia Meloni adopte un discours rassembleur de futures dirigeantes. Si nous sommes appelés à gouverner cette nation, nous le ferons pour tous les Italiens. Nous le ferons dans le but d'unir les gens, de valoriser ce qui les unit plutôt que ce qui les divise. Son parti, Fratelli d'Italia, est devenu la première formation politique du pays, passant d'à peine 4,3% des voix aux dernières élections de 2018 à 26%. Giorgia Meloni est arrivée en tête de la coalition de droite, devant Forza Italia du vétéran Silvio Berlusconi et surtout devant la Lega de Matteo Salvini qui avait obtenu le meilleur score de la coalition en 2018. Elle pourrait être la bonne solution. Je ne vois pas qui d'autre serait meilleur qu'elle. C'est une femme forte, courageuse, qui dit les choses en face. Elle ne tourne pas autour du pot. Giorgia Meloni s'est attachée à lisser son image, celle d'une femme qui a commencé sa carrière politique au sein d'un parti post-fasciste et qui, en 1996, dans un reportage de France 3, faisait l'éloge de Mussolini. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. La liberté pour nous. Dans une vidéo tournée en français, anglais et espagnol, la Giorgia Meloni de 2022 tente de rassurer sans renier complètement son passé. Il y a plusieurs décennies que la droite italienne a relégué le fascisme à l'histoire, en condamnant sans ambiguïté la privation de démocratie et les infâmes lois anti-juives. Dieu, patrie, famille, c'est le triptyque de Giorgia Meloni qui, lors d'un meeting en Espagne, résumait les valeurs qu'elle promeut. Oui à la famille naturelle. Non au lobby LGBT. Oui à l'identité sexuelle. Non à l'idéologie de genre. Oui à la culture de la vie. Non à celle de la mort. Oui à l'universalité de la croix. Non à la violence islamiste. Dans une Italie en déclin démographique, Giorgia Meloni propose d'augmenter les aides pour les familles et de faire baisser le recours à l'avortement. Elle veut aussi renforcer le contrôle des frontières et bloquer les débarquements de migrants. Mais son premier défi sera économique.
C'est un véritable jeu d'équilibriste qui attend Giorgia Meloni et tout va se jouer sur l'économie. En effet, la première action du nouveau gouvernement italien sera d'écrire la loi budgétaire 2023. Et face aux difficultés des familles et des entreprises étranglées par l'inflation et l'augmentation du coût de l'énergie, eh bien, une bouffée d'oxygène de plusieurs milliards d'euros devra être forcément libérée. Mais voilà, dans un pays où la dette publique dépasse 150% du PIB, un pays déjà menacé de récession, eh bien, chaque faux pas peut coûter très cher. Giorgia Meloni le sait, elle a promis de tenir les comptes publics avec orthodoxie, mais pressée par ses alliés de gouvernement, la Lega et Forza Italia, qui veulent, eux, une diminution drastique de la pression fiscale, eh bien, la lune de miel de ce gouvernement pourrait être bien brève. Michela Martano, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes professeure de philosophie, vous êtes romancière, également ex-députée italienne. Quel regard est-ce que vous portez sur cette victoire de Giorgia Meloni? Qu'est-ce que ça raconte de l'Italie d'aujourd'hui? Disons que ça raconte une Italie qui n'arrive pas vraiment à retravailler son passé, une Italie qui est restée encore enfermée dans un rêve de grandeur qui n'est plus là depuis longtemps, une Italie qui a tendance à se refermer sur elle-même, une Italie qui croit qu'en fermant les frontières ou en bannissant ceux et celles qui ne correspondent pas à un certain nombre de stéréotypes et d'idéaux, on peut s'en sortir mieux. Bref, une Italie du passé qui ressurgit à un moment où il vaudrait mieux regarder vers le futur que vers le passé. Alors, une Italie du passé, en même temps, Giorgia Meloni a 45 ans. Elle sera la première femme à diriger l'Italie, elle dont le slogan est « Dieu, patrie, famille ». Comment comprendre son succès ? Alors, d'abord, vous l'avez dit, elle a 45, c'est une femme très bien, mais son slogan, c'est-à-dire ses références, Dieu, patrie, famille, c'est des références d'il y a très longtemps, c'est des références, des vieilles références. Alors, comment comprendre ça? Moi, je pense que la seule raison que nous avons d'explication, la seule possibilité que nous avons d'expliquer tout ça, c'est le fait qu'en Italie, on n'a jamais vraiment regardé en face ce qui s'était passé, notamment à l'époque du fascisme. On n'a jamais retravaillé sa propre mémoire. Il y a plein de squelettes dans les armoires des familles italiennes. Et on n'a jamais compris tous les malheurs qui est venu de cette période. C'est-à-dire, on croit encore que s'il y a quelqu'un qui nous guide, si on revient en arrière, si la femme se caractérise comme étant chrétienne et mère, on va résoudre les problèmes. Or, le problème, c'est que les choses sont beaucoup plus compliquées, il y a beaucoup plus de nuances et surtout, tout ce qui a eu lieu dans les 20 ans de la période du fascisme, c'est un triste souvenir avec lequel il faut composer, mais qu'il ne faut surtout pas nous faire revenir en arrière. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'Italie est à la croisée des chemins? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre sur les grands thèmes de société? Alors, moi, je crains les pires, d'autant que si on regarde quelles ont été les personnes qui ont été élues à la présidence du Sénat et à la présidence de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire Ignazio La Russa, dont le deuxième nom est Benito, d'une part, et d'autre part Fontana, Lorenzo Fontana, eh ben, c'est deux figures qui représentent bien ce que Giorgia Meloni incarne. Ignazio La Russa, c'est quelqu'un qui appartient à l'ancien parti Alleanza Nazionale, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne cache pas l'effet d'être admiratif du duce, qui ne cache pas l'effet d'avoir beaucoup de statues de Mussolini. D'autre part, Fontana, c'est quelqu'un d'hyper catho, mais dans un sens très étroit du terme. C'est quelqu'un qui défend la famille naturelle. Et c'est quelqu'un qui, quand on lui pose la question de savoir, mais alors, les familles homoparentales, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Il répond,
c'est quoi ces trucs? Tout ça pour dire que c'est ça, justement, la crainte que j'ai par rapport à l'Italie, c'est-à-dire revenir en arrière sur des thèmes de société, voir réapparaître les spectres du fascisme, d'une part, et d'autre part, voir remis en question les droits des femmes, les droits à l'avortement, les droits des personnes homosexuelles de pouvoir fonder une famille et de pouvoir élever des enfants. Alors, le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni reprend la fameuse flamme tricolore du mouvement social italien. Retour sur un symbole qui dure avec Olivier Kohler et on vous retrouve juste après. Début des années 30, l'Italie en crise succombe à la révolution fasciste de Benito Mussolini. Le Duce s'allie avec Adolf Hitler, l'Italie pactise avec l'Allemagne du Troisième Reich. Un an plus tard, Mussolini annonce au monde que l'Italie entre en guerre et appelle les pays d'Europe à rejoindre l'axe Rome-Berlin. In un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Héritier historique de cette période sombre, le mouvement social italien est fondé en 1946. Il se revendique comme l'héritier du parti national fasciste de Mussolini et s'affirme comme une force politique dans une Italie marquée par une progression spectaculaire du Parti communiste. Depuis 2 ans, les commandos néofascistes du MSI, entraînés clandestinement, ont transformé les universités italiennes en champs de bataille. À Rome et à Milan, l'extrême droite et l'extrême gauche se sont affrontés dans de véritables batailles rangées. Dans cette Italie d'après-guerre marquée par des clivages politiques profonds, le mouvement social italien veut s'affirmer comme un rempart contre le communisme. Nous parlons ce langage contre le Parti communiste parce qu'il n'est pas un parti italien, il est un parti soviétique qui a ses représentants illégales en Italie, comme dans d'autres pays. Et alors nous représentons pour la jeunesse surtout la liberté, nous représentons l'anticommunisme, nous représentons l'antimarxisme, nous représentons l'antimatérialisme, nous représentons la nation. En 1996, le mouvement social italien a dissous et renaît de ses cendres avec un nouveau leader, Gianfranco Fini. L'extrême droite italienne veut se donner un visage plus respectable. Il s'affranchit de son passé fasciste, que Gianfranco Fini va même qualifier de mal absolu lors d'une visite en Israël en 2003. En 2008, l'Alliance nationale intègre la grande coalition de droite de Silvio Berlusconi et de son gouvernement dont Giorgia Meloni devient la plus jeune ministre. En 2012, elle contribue activement à la création d'un nouveau mouvement, Fratelli d'Italia. La symbolique de la flamme tricolore et du sulfureux logo du mouvement social italien toujours bien présente. Censée illustrer le tombeau du Duce, elle renvoie à l'héritage de Mussolini, mais le parti continue son entreprise de dédiabolisation et se revendique souverainiste, anti-immigration et conservateur. Un positionnement identitaire ancré autour des valeurs de la famille qui ouvre les portes du pouvoir à l'extrême droite, première force politique d'Italie, et à Giorgia Meloni, la première femme à accéder à la tête du gouvernement en Italie. Michela Marzano, alors sur ce symbole de la flamme tricolore, c'est pas un détail, hein. Qu'est-ce que ça signifie? Bah oui, c'est pas du tout un détail, surtout que Giorgia Meloni a réintroduit ces symboles après que Gianfranco Fini avait décidé de l'enlever du parti dont il était le secrétaire. Et donc, c'est bien la preuve du fait qu'il y a un lien direct avec le mouvement social italien,
en lien direct avec l'idéologie néofasciste, voire même fasciste. L'effet que celui qui avait dessiné cette flamme avait été quelqu'un qui avait participé à la République des salauds. C'était quelqu'un qui voulait se rappeler à jamais de la présence de Mussolini, parce que c'est justement en rappelant l'effet que ça devait être la flamme toujours allumée sur la tombe de Mussolini, eh bien, l'effet que Giorgia Meloni ait récupéré ces symboles et il n'ait pas voulu l'éliminer en dépit du fait qu'on lui a demandé de le faire, justement pour qu'elle montre la rupture par rapport au passé, c'est pour moi un des signes inquiétants de ce qu'elle est et de ce qu'elle représente. Et vous-même, aujourd'hui, vous parlez d'un fascisme déguisé à propos de Fratelli d'Italia. Oui, parce qu'après, vous savez, les fascismes, je sais que les historiens, ils tiennent beaucoup, ils ont raison, sur le fait qu'il s'agit d'un fait historique qui a eu un début et une fin. Mais il n'y a pas que ça. Les fascismes représentent aussi une forma mentis, une façon d'être, de faire. Quand on a tendance à agresser quelqu'un en raison de son orientation sexuelle, quand on a tendance à dire à une femme « tu ne vas pas avoir le droit d'avorter », quand on a tendance à dire ce qu'il faut être et ce qu'il faut faire, on est exactement à l'intérieur de cette forma mentis du fascisme. Alors, le fascisme, c'est un sujet qui vous touche, vous, personnellement. Hein, c'est le thème de votre dernier livre, Mon nom est sans mémoire. Vous y racontez comment, par hasard, assez récemment, vous découvrez que votre grand-père était fasciste. Oui, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis aussi autant sensible à ce qui est en train de se passer en Italie, parce que moi, qui a toujours été quelqu'un de gauche, même vous l'avez rappelé tout à l'heure, au Parlement, j'ai siégé dans la partie gauche du Parlement, eh bien, j'ai découvert, et la chose n'avait jamais émergé jusque-là, que mon grand-père, le père de mon père, avait été une fasciste de la première heure. Et en découvrant ça et en essayant de comprendre comment se faisait-il que mon père n'avait jamais parlé de cette histoire, comment il avait complètement effacé une trace importante de son histoire, j'ai compris qu'en fait, les refoulés est un élément constitutif de l'histoire italienne. Ce qui s'est passé dans ma famille, ça s'est passé aussi dans beaucoup d'autres familles. L'Italie, au niveau de la grande histoire et au niveau de la petite histoire, a un cheminement qui est le même. On a eu du mal à retravailler ce qui s'était passé, on a eu du mal à nommer ce qui était arrivé. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a mis un point et on est allé à la ligne. C'était peut-être la seule chose à faire après la guerre civile, après 20 ans de dictature, après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah. Mais après, comment se fait-il qu'en Italie, on n'ait jamais réouvert ces dossiers? C'est arrivé en Allemagne, c'est arrivé en France. En Italie, on a qu'est-ce qu'on attend pour réouvrir ces chapitres-là? Et c'est la raison pour laquelle je suis très inquiète. Parce que ce fascisme qui est toujours là, qui n'a jamais disparu, qui n'a jamais été retravaillé, cette tendance des personnes à croire que tout le monde a une histoire derrière elle qui appartient à la résistance. Cette fausse histoire d'une nation qui aurait dépassé ces moments de crise. Eh bien, tout ça, ce sont les ingrédients qui expliquent en partie cette persistance du fascisme. Si vous pensez qu'en Italie, il y a encore des gens qui disent « Mussolini n'a pas fait que des mauvaises choses » et les Italiens, c'est des braves gens, italiani, brava gente, eh bien, c'est la démonstration du fait qu'on n'a pas fait les comptes avec notre passé, ce qui explique cette résurgence fasciste et donc aussi une grande partie de mes inquiétudes. Merci beaucoup, Michela Marzano, d'avoir été avec nous. Et puis, donc, je rappelle le titre de votre dernier livre, Mon nom est sans mémoire, aux éditions Stock. Merci beaucoup et à bientôt sur le plateau de Géopolitis. Merci. Merci à vous. La Pologne et la Hongrie ont été les premiers pays à se réjouir de la victoire de Giorgia Meloni, elle qui rejoint en Europe le club des dirigeants ultra-conservateurs. Quelles en seront les conséquences au sein de l'Union européenne? Mélanie Ohayon. À Madrid, début octobre, ce meeting de Vox, le parti d'extrême droite espagnol, a eu plusieurs invités d'honneur.
aux côtés du Premier ministre polonais et de l'ex-président Trump à distance. Il y avait Giorgia Meloni qui était là pour défendre une Europe des patriotes. Nous avons besoin d'une Europe pragmatique qui, par exemple, poursuive la transition environnementale sans détruire sa force de production en cédant à la Chine. D'une Europe qui accueille ceux qui viennent d'autres pays légalement pour travailler et qui défend ses frontières contre l'immigration illégale. D'une Europe qui investisse dans la natalité et défende la liberté d'enseignement et le rôle social de la famille. Avec la victoire de l'extrême droite italienne, les ultra-conservateurs européens gagnent une alliée à Bruxelles. Sur le papier, c'est vrai, Rome va être désormais plus proche en termes de valeur de Varsovie et Budapest que de Paris ou Berlin. Ce gouvernement italien, il va déporter l'axe politique européen de quelques degrés vers la droite. Et l'Italie, c'est quand même l'un des 6 pays fondateurs de l'Union européenne. C'est la 3e puissance économique européenne. Pour autant, il y a quand même encore pas mal d'incertitudes. Les diplomates européens sont dans l'attente parce qu'on ne sait pas encore comment Mme Meloni va gouverner. Sa position face à la Russie rassure en revanche la majorité de ses partenaires européens. Giorgia Meloni défend des positions très atlantistes et soutient les sanctions européennes depuis le début de la guerre en Ukraine. Ses partenaires de coalition, en revanche, avaient fait de Vladimir Poutine un ami. Les Européens n'attendent pas de grands changements dans la ligne italienne sur la Russie. Ils ont le sentiment que Salvini et Berlusconi ne pèsent pas beaucoup dans ce dossier. Et puis l'escalade de la guerre rend moins probable aussi une attitude conciliante vis-à-vis de Moscou. Sur ce sujet vraiment crucial pour l'Europe, Meloni devrait rester dans la ligne des Européens, pas tellement par contrainte, mais vraiment par conviction. Sur le vaste plan de relance européen, Giorgia Meloni devra aussi composer avec Bruxelles. Elle qui réclamait une révision de l'accord négocié avec le gouvernement précédent. L'Union a promis à l'Italie près de 200 milliards d'euros pour relever le pays européen le plus durement touché par la pandémie. Il y a 30 ans, le 17 février 1992, débutait en Italie l'opération Mani Pulite, l'opération Main Propre, avec l'arrestation de Mario Chiesa, membre du Parti socialiste milanais. À l'époque, la corruption est systémique et organisée jusqu'au sommet de l'État. L'enquête provoque la disparition des principaux partis et permet l'émergence de nouvelles formations politiques qui gouvernent aujourd'hui l'Italie. C'est notre rubrique ce jour-là. L'Italie, jusqu'à présent, c'était peut-être un art de vivre. Aujourd'hui, c'est devenu une cité, la cité des pots de vin, en italien, la Tangentopoli. Depuis le début, près de 1500 personnes arrêtées, hommes d'affaires et politiques. À Milan, le publiciste le plus doué d'Italie pour faire parler de lui ne s'y est pas trompé. Cette brèche dans laquelle les juges de Milan, Di Pietro en tête, vont alors s'engouffrer comme un torrent qui emporte tout sur son passage, cette brèche s'est ouverte ici, un jour de février 92. Selon la tradition, tout a commencé à l'occasion d'une petite arrestation d'un petit fonctionnaire milanais, le directeur d'un hôpital public, qui a été surpris en flagrant délit alors qu'on lui remettait un pot de vin d'environ 7 millions de lire, à peu près 3 500 euros. Une goutte d'eau dans la mer de la corruption qui a été ainsi découverte. Une goutte d'eau, certes, mais prise au piège, le directeur de cet hôpital, qui ce jour-là se fait remettre un pot de vin du patron d'une entreprise de nettoyage, est aussi l'un des responsables locaux du Parti socialiste. Pris au piège, il ne va pas tarder à se mettre à table. Ce monsieur qui s'appelait Mario Chiesa a été finalement emprisonné. Et de sa prison, il a raconté que tout était vrai, que de son côté, il donnait de l'argent au maire de Milan. Et en même temps, on s'est aperçu que d'autres chefs d'entreprise, pas seulement des petits, versaient eux aussi des pots de vin. Di Pietro et ses collègues mettent ainsi en évidence au fil de leurs enquêtes que la corruption se niche même au plus haut sommet du pouvoir. Pour l'opinion publique, le choc est énorme.
et des milliers de manifestants descendent dans la rue pour dire aux juges leur soutien alors que l'inquiétude grandit dans les milieux politiques. Les juges perquisitionnent jusqu'au siège des principales formations politiques, ici au Parti socialiste, le parti de Bettino Craxi. Craxi lui-même, qui fut longtemps adulé par les foules, se retrouve ainsi publiquement accusé d'avoir accepté des fonds illégaux. Il est contraint de s'en expliquer devant les tribunaux où Di Pietro n'a pas de peine à le confondre. Voit-on la dictature arriver? C'est la question que pose une série de podcasts documentaires sur France Culture. Espagne, Italie, Allemagne, Grèce, quand vient le fascisme en Europe, une plongée historique à ne pas manquer. Au nom de toute l'équipe de Géopolitis, merci de votre fidélité. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la révolution en cours en Iran. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube et notre partenaire TV5 Monde. À très bientôt.